Guys, girls, everybody, you're gonna have to be a French speaker for this one, so it's kind of stupid that I'm speaking English. Je vais enchaîner en français dans la langue de Molière. Et c'est assez à propos de parler de langue de Molière, puisque donc là, il s'agit de théâtre, de Ruy Blas, de Victor Hugo. Et je suis littéralement happée par les premières pages qui sont simplement la préface en fait à la pièce. Et donc, il faut partager les mots qui nous font l'effet d'un éclair en pleine canicule, 35-36 degrés quand même aujourd'hui en Espagne. Donc Victor Hugo s'intéresse justement dans cette œuvre à ce pays, l'Espagne. Mais en fait, ça relate very much aussi bien à la France, à l'Amérique et sans doute même encore à l'Espagne d'aujourd'hui. Enfin, vous allez voir où je veux en venir, mais un texte de tels propos, je veux dire aujourd'hui, je ne vois pas qui écrit aussi bien et qui saisit les choses aussi finement. Donc, il est toujours intéressant de se rabattre sur ce cher Torvi. Alors, au début, il commence sur une analyse générale. Enfin, c'est pas une analyse, c'est Victor Hugo, il fait pas de l'analyse, mais des propos quand même très percutants et très intéressants sur le théâtre, les trois types de public qu'il voit, qu'il envisage, et les œuvres qui y correspondent. Et il explique notamment que le drame, c'est l'intersection entre la tragédie et la comédie, et qu'en quelque sorte, c'est Shakespeare qui tient la main d'un côté à Corneille et de l'autre à Molière. Donc, bref, passons sur ces généralités qui intéressent peut-être pas tout le monde, mais qui peuvent intéresser ceux qui s'intéressent à l'œuvre dramatique. Alors, où est-ce qu'il commence le passage qui m'intéressait? Donc ensuite, il en vient aux raisons particulières de cette œuvre Ruy Blas, ou Ruy Blas, je ne sais pas comment on va le prononcer, à l'espagnol ou à la française. Ruy Blas, je crois qu'on dit en France. Donc, il en vient au thème de Ruy Blas. Moi, je découvre, je n'ai jamais lu, j'allais dire, je n'ai jamais lu Victor Hugo. Non, j'en suis quand même pas là. Mais Ruy Blas, c'est une découverte et maintenant je comprends pourquoi je la lis à cette époque de 2025. Donc là, voilà. On commence. Au moment où une monarchie va s'écrouler, plusieurs phénomènes peuvent être observés. Et d'abord, la noblesse tend à se dissoudre. En se dissolvant, elle se divise. Et voici de quelle façon. Donc, on est au moment... Alors lui, il parle du XVIIe siècle en Espagne. Mais c'est fou comme les choses... Enfin, c'est très actuel. Et d'ailleurs, lui-même le dit. Mais je vais arrêter de faire des commentaires. Au moment où une monarchie va s'écrouler, plusieurs phénomènes peuvent être observés. D'abord, la noblesse tend à se dissoudre. En se dissolvant, elle se divise, et voici de quelle façon. Le royaume chancelle, la dynastie s'éteint, la loi tombe en ruine. L'unité politique s'émiette au tiraillement de l'intrigue. Le haut de la société s'abattardit et dégénère. Si ça rappelle quelqu'un, un mortel affaiblissement se fait sentir à tous, au dehors comme au dedans. Les grandes choses de l'État sont tombées, les petites seules sont debout. Triste spectacle public. Plus de police, plus d'armée, plus de finances, chacun devine que la fin arrive. Chacun devine que la fin arrive. Encore une fois, si ça résonne. De là, dans tous les esprits, ennui de la veille, crainte du lendemain, défiance de tout homme, découragement de toute chose, dégoût profond. Comme la maladie de l'État est dans la tête, la noblesse qui y touche en est la première atteinte. Je répète, comme la maladie de l'État est dans la tête, la noblesse qui y touche en est la première atteinte. Que devient-elle alors? Une partie des gentilshommes, la moins honnête et la moins généreuse, reste à la cour. Tout va être englouti, le temps presse, il faut se hâter, il faut s'enrichir, s'agrandir et profiter des circonstances. On ne songe donc plus qu'à soi.
Chacun se fait sans pitié pour le pays, une petite fortune particulière dans un coin de la grande infortune publique. Chacun se fait sans pitié pour le pays, une petite fortune particulière dans un coin de la grande infortune publique. Si c'est pas bien dit, ça. On est courtisan, on est ministre, on se dépêche d'être heureux et puissant. On a de l'esprit, on se déprave et l'on réussit. Les ordres de l'État, les dignités, les places, l'argent, on prend tout, on veut tout, on pille tout. On ne vit plus que par l'ambition et la cupidité. J'ai l'impression de faire du Lucchini, en moins bien. On cache les désordres secrets que peut engendrer l'infirmité humaine. On cache les désordres secrets que peut engendrer l'infirmité humaine sous beaucoup de gravité extérieure. Ah oui, ça me rappelle quelques-uns, ça, en ce moment. Et comme cette vie acharnée aux vanités et aux jouissances de l'orgueil a pour première condition l'oubli de tous les sentiments naturels, on y devient féroce. Quand le jour de la disgrâce arrive, quelque chose de monstrueux se développe dans le courtisan tombé et l'homme se change en démon. Eh oui, ça va tomber sur le coin de la gueule de quelques-uns, encore une fois. Je poursuis parce que moi je suis dedans. Alors, l'état désespéré du royaume pousse l'autre moitié de la noblesse, la meilleure et la mieux née, dans une autre voie. On va dire la bonne noblesse, comme les bons chasseurs. Elle s'en va chez elle, elle rentre dans ses palais, dans ses châteaux, dans ses seigneuries. Elle a horreur des affaires, elle n'y peut rien. La fin du monde approche, qu'y faire? Et à quoi bon se désoler? Il faut s'étourdir, fermer les yeux, vivre, boire, aimer, jouir. Qui sait, a-t-on même un an devant soi? Cela dit, ou même simplement senti, le gentilhomme prend la chose au vif, décuple sa livrée. Alors la livrée, décuple sa livrée, c'est sa domesticité, je crois, si je me souviens bien. Les notes, domesticité. Donc, le gentilhomme prend la chose au vif, décuple sa livrée, achète des chevaux, enrichit des femmes, ordonne des fêtes, paie des orgies, jette, donne, vend, achète, hypothèque, compromet, dévore, se livre aux usuriers et met le feu aux quatre coins de son bien. On entend mon chien qui respire, là, il n'en peut plus. Lui, il est à fond dedans. Un beau matin, il lui arrive un malheur. Je ne sais pas si il respire ou si ça se trouve, il est en train d'arrêter de respirer. Il fait 36 degrés en Espagne. On comprend pourquoi la monarchie, à un moment donné, elle en a sa claque. Un beau matin, il lui arrive un malheur. C'est que, quoique la monarchie aille grand train, il s'est ruiné avant elle. Tout est fini, tout est brûlé. De toute cette belle vie flamboyante, il ne reste pas même de la fumée. Elle s'est envolée. De la cendre, rien de plus. Oublié et abandonné de tous, excepté de ses créanciers, le pauvre gentilhomme devient alors ce qu'il peut, un peu aventurier, un peu spadassin, un peu bohémien. Alors oui, il y a de la bohème comme ça, déchue, qui traîne d'ailleurs encore en Espagne. Mais pas forcément espagnole, de la bohème anglaise. Il s'enfonce et disparaît dans la foule, grande masse terne et noire, que, jusqu'à ce jour, il a à peine entrevue de loin sous ses pieds. Il s'y plonge, il s'y réfugie. Il n'a plus d'or, mais il lui reste le soleil, cette richesse de ceux qui n'ont rien. Ah, ben ça, je vois très bien de quoi il parle. Il a d'abord habité le haut de la société, voici maintenant qu'il vient se loger dans le bas, et qu'il s'en accommode. Il se moque de son parent l'ambitieux, qui est riche et qui est puissant. Il devient philosophe, et il compare les voleurs aux courtisans. Ça fait des rimes chez Victor Hugo. Du reste, bonne, brave, loyale et intelligente nature, mélange du poète, du gueux et du prince, riant de tout, faisant aujourd'hui rosser le guet par ses camarades comme autrefois par ses gens, mais n'y touchant pas, alliant dans sa manière avec quelque grâce l'impudence du marquis à l'effronterie du zingaro, souillé au dehors, saint au dedans, et n'ayant plus du gentilhomme que son honneur qu'il garde, son nom qu'il cache et son épée qu'il montre. Si le double tableau que nous venons de tracer s'offre dans l'histoire de toutes les monarchies, ah oui, c'est en ça que c'est général,
Si le double tableau que nous venons de tracer, de l'aristocratie donc, et de sa réaction en cas de fin du monde, s'offre dans l'histoire de toutes les monarchies à un moment donné, il se présente particulièrement en Espagne, d'une façon frappante à la fin du XVIIe siècle. Ainsi, si l'auteur avait réussi à exécuter cette partie de sa pensée, ce qu'il est loin de supposer, dans le drame qu'on va lire, la première moitié de la noblesse espagnole à cette époque se résumerait en Don Saluste et la seconde moitié en Don César, tous deux cousins comme il convient. Eh oui, il est malin. Si en plus ils sont de la même famille, ça risque d'être assez drôle. Ici comme partout, en esquissant ce croquis de la noblesse castillane vers 1695, nous réservons, bien entendu, les rares et vénérables exceptions. Donc poursuivons. En examinant toujours cette monarchie et cette époque au-dessous de la noblesse ainsi partagée, et qui pourrait, jusqu'à un certain point, être personnifiée dans les deux hommes que nous venons de nommer, on voit remuer dans l'ombre quelque chose de grand, de sombre et d'inconnu. C'est le peuple. Le peuple qui a l'avenir et qui n'a pas le présent. C'est beau ça comme formule. Le peuple qui a l'avenir et qui n'a pas le présent. Le peuple orphelin, pauvre, intelligent et fort, placé très bas et aspirant très haut, ayant sur le dos les marques de la servitude et dans le cœur les préméditations du génie. Le peuple, valet des grands seigneurs et amoureux dans sa misère et dans son abjection de la seule figure qui, au milieu de cette société écroulée, représente pour lui, dans un divin rayonnement, l'autorité, la charité et la fécondité. Le peuple, ce serait Ruy Blas. Voilà. Donc je ne sais pas à quoi il fait référence, mais ça m'intéresse, parce que vous voyez peut-être dans le fond, petit poster de Jésus qui a remplacé les posters de Kurt Cobain. Enfin, c'est la même énergie. On voit aussi le désert. Je ne sais pas trop si c'est le désert espagnol ou le désert israélien. Ça se confond. Et une personne qui regarde l'horizon, sans doute à la manière de Ruy Blas et du peuple, pensant avoir l'avenir devant soi, mais pas le présent pour soi. Donc, cette phrase qui m'a interpellée, il faut que j'y revienne. Le peuple, valet des grands seigneurs et amoureux dans sa misère et dans son abjection, de la seule figure qui, au milieu de cette société écroulée, représente pour lui, dans un divin rayonnement, l'autorité, la charité et la fécondité. Donc cette figure, je voudrais bien savoir, on verra bien. Maintenant, au-dessus de ces trois hommes, donc dont Salluste, dont César et Ruy Blas, qui, ainsi considérés, feraient vivre et marcher aux yeux du spectateur trois faits, et dans ces trois faits, toute la monarchie espagnole au XVIIe siècle. Au-dessus de ces trois hommes, disons-nous, il y a une pure et lumineuse créature, une femme, une reine. Intéressant, au-dessus de ces trois hommes, il y a une pure et lumineuse créature, une femme, une reine. Malheureuse comme femme, car elle est comme si elle n'avait pas de mari. Malheureuse comme reine, car elle est comme si elle n'avait pas de roi, penchée vers ceux qui sont au-dessous d'elle, par pitié royale et par instinct de femme aussi peut-être, et regardant en bas pendant que Ruy Blas, le peuple, regarde en haut. La reine d'Espagne, est-ce que c'est ça la figure dont il parlait? Dans un divin rayonnement? Aux yeux de l'auteur et sans préjudice de ce que les personnages accessoires peuvent apporter à la vérité de l'ensemble, ces quatre têtes ainsi groupées résumeraient les principales saillies qu'offrait au regard du philosophe historien la monarchie espagnole il y a 140 ans. Eh oui, donc lui il écrit à 1800 et des brouettes. À ces quatre têtes, il semble qu'on pourrait en ajouter une cinquième, celle du roi Charles II. Mais dans l'histoire comme dans le drame, Charles II d'Espagne n'est pas une figure, c'est une ombre. Tiens, prends-toi ça, Charles II. À présent, hâtons-nous de le dire, ce qu'on vient de lire n'est point l'explication de Ruy Blas, c'en est simplement un des aspects. C'est l'impression particulière que pourrait laisser ce drame, s'il valait la peine d'être étudié à l'esprit grave et consciencieux qui l'examinerait, par exemple, du point de vue de la philosophie de l'histoire. Savait-il
ce bon Victor Hugo qu'en 2025, on lirait encore son œuvre et qu'elle résonnerait, non point seulement au sujet de l'Espagne, mais de la terre entière presque. Toutes les monarchies, tous les régimes pseudo-monarchiques, tous les pseudo-rois qui sont en train de voir tout s'écrouler autour d'eux, avec les uns qui se gavent et les autres qui se retirent discrètement dans leur château et dans leur fortune pour tout consommer jusqu'à la dernière heure. Mais qu'ils en profitent bien. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire cette pièce. Moi, oui, en tout cas. Ciao, ciao!